Nouvelle édition du 7-8 politique sur TV 78. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres. Un nouveau maire pour Bois d'Arcy. Jean-Philippe Luce succède à Philippe Bennassaya, devenu député en septembre. Il est l'invité de cette édition. Nous reviendrons sur les enjeux de ce mandat, mais aussi sur la gestion de la crise sanitaire actuelle par ses services. Au Chesnay, Rocancourt, 76 voix séparent les deux candidats au municipal en mars dernier. En poste depuis 1989, Philippe Briot n'a pas voulu accepter sa défaite. Son recours devant le tribunal administratif a été payant. Le scrutin vient tout juste d'être invalidé en raison d'irrégularités. Et puis, quelle date, quelle organisation pour les prochaines élections régionales et départementales? Le consensus semble se faire autour de juin 2021. Le vote par correspondance, lui, fait débat. Bonsoir Jean-Philippe Luce. Bonsoir. Vous êtes le nouveau maire de Bois d'Arcy depuis le 7 novembre dernier, commune de 15 000 habitants. Bienvenue en plateau. Merci. Vous avez 36 ans. Vous étiez depuis 2014 maire adjoint, d'abord à la culture et au développement économique. En 2020, en charge des finances de la réussite éducative. Cela a été de courte durée pour ce deuxième poste d'adjoint, puisque maintenant vous êtes donc le nouveau maire. Vous avez aussi connu l'opposition uniquement sur le mandat de 2008. Finalement, quand on regarde votre carrière politique, elle a été assez rapide. Vous aviez un plan de carrière aussi rapide? Non, mais je ne vous conçois pas la politique comme une carrière d'ailleurs. Le plan de carrière est un peu exagéré, mais c'est vrai que voilà, il y a des histoires qui se créent, notamment avec notre député actuel, Philippe Bennassaya, que j'ai rencontré il y a maintenant plus de 10 ans dans le cadre des élections. Est-ce que c'est lui qui était à l'origine de votre engagement? C'est là aussi où je voulais en venir. Vous avez commencé la politique avec lui. Ouais, c'est ça. Je me suis engagé à 24 ans. En fait, c'est dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2007. Et très vite, j'ai rencontré Philippe à Bois d'Arcy pour la campagne de 2008 et on a continué ensemble ce chemin. En effet, d'abord dans l'opposition, malheureusement en 2008, mais c'est formateur et très intéressant de vivre aussi un mandat dans l'opposition. J'y ai fait 2 ans et puis après, depuis surtout la joie de la victoire en 2014. Et donc ce parcours qu'on fait ensemble finalement, et cette continuité va continuer à travers ce nouveau pas en me laissant la place de maire élu lors du dernier conseil municipal avec les voix de l'équipe évidemment. L'activité politique prend de plus en plus de temps pour vous, mais néanmoins vous gardez votre activité professionnelle? Oui, pour l'instant, je vais équilibrer les deux, évidemment. Évidemment, je suis au service des Arcysiens, donc je vais passer beaucoup plus de temps en mairie. Mais pour l'instant, pour garder aussi ce lien avec l'activité professionnelle, qui est important, je vais continuer et équilibrer tout ça de manière intelligente. Alors, on le disait, votre carrière politique est liée à celle de Philippe Bennassaya, l'ancien maire qui a donc démissionné en raison de la loi de non-cumul des mandats. Il est aujourd'hui député et puis il est aussi conseiller départemental. On va l'écouter. Il était présent forcément au dernier conseil municipal lors de votre élection et il était forcément satisfait. C'est une journée qui consacre aussi la continuité des projets, la continuité de l'équipe, ce que j'ai mis en marche, ce que j'ai mis en projet. Donc voilà, je suis à la fois heureux pour Jean-Philippe, heureux pour l'équipe et rassuré parce que tout va continuer comme avant. Et je serai bien sûr là pour continuer à veiller à la bonne application du programme. Votre action va s'inscrire dans la continuité? Mais évidemment. Enfin, on a été élu sur une liste où il était tête de liste en mars dernier. Les Arcysiens nous ont fait confiance sur un projet et ça serait incompréhensible d'arrêter ce projet et de faire des choses totalement différentes. Donc évidemment, les projets vont se faire et il y a une totale continuité. Il sera d'ailleurs là à nos côtés et à mes côtés assez régulièrement, très régulièrement, pour pouvoir réussir ces projets qui sont... Il y en a 50, il y en a des très beaux, on va en parler, mais qui sont très prenants et très ambitieux. Et donc il faut qu'on y arrive à les faire. Et donc l'aide d'un député et conseiller départemental pour y arriver est plus qu'important. Néanmoins, il y a peut-être des projets qui vous tiennent plus à cœur aussi. Vous allez tout de même mettre votre patte, j'imagine, au cours de ce mandat. Quel est le projet prioritaire pour vous? Bon, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Au-delà des 50, parmi les 50. Bien sûr. Il y en a 2-3 qui sont vraiment très importants. Il y en a un qui me tient très à cœur. Bon, je suis un enfant de Bois d'Arcy, j'ai grandi à Bois d'Arcy. Et il y a le centre de loisirs La Colombe qu'on va commencer à reconstruire. Donc c'est un très beau projet ambitieux pour accueillir 250 enfants. Donc là, c'est lancé et on va j'espère, réussir à le déboucler assez rapidement. Mais on a aussi la reconstruction du marché. On le voit, on va en parler avec la crise sanitaire, mais les Arcysiens et les Français de manière générale reviennent de plus en plus au local et au commerce de proximité. Donc on a besoin d'avoir un marché plus fonctionnel et plus adapté, mais
aussi, on a les lisières de forêt, qui est un très beau projet de 18 hectares d'espace vert, où on va mettre des pas de tir à l'arc, des pistes de pétanque, mais aussi un parcours de sécurité routière pour les enfants. Donc tout ça avec toujours évidemment de l'accompagnement des seniors, une modification du PLU, j'y tiens, parce que on a vraiment une ambition de réduire encore les hauteurs et d'accroître la part d'espace vert dans la ville. Tout ça, c'est oui, la continuité évidemment, mais des très beaux projets pour les Arcisiens. Des projets qui peuvent se maintenir malgré le contexte et les difficultés financières qui vont en découler. Il le faut. On ne peut pas s'arrêter en chemin. L'année 2020 aurait été une année très compliquée financièrement parlant. L'impact du Covid sur les finances de la ville aura été assez fort, même très fort, entre les recettes qui ne sont plus là et les dépenses exceptionnelles. Mais on arrive à obtenir des subventions et notre rôle, c'est de trouver d'autres subventions complémentaires et faire des économies sur les postes où on peut essayer de faire des économies pour financer tous ces projets et pour y arriver. Parce qu'avant la crise, les élus s'inquiétaient déjà de la baisse des dotations de l'État, avec les suppressions de taxes d'habitation notamment. Ouais, il y a la suppression de la taxe d'habitation qui doit être compensée. On attend le mécanisme effectif. Il y a la dotation globale de fonctionnement aussi qui est en baisse relative depuis forte les dernières années et relative depuis 2 ans. Clairement, l'État nous aide pas de ce point de vue-là. C'est à nous de faire le job et de trouver des économies et de trouver des financements intelligents pour pouvoir financer les beaux projets qu'on a. Alors aujourd'hui, être maire, c'est aussi faire face à cette crise sanitaire, crise économique, on vient de l'évoquer. Dans votre ville, les services sont mobilisés pour aider les plus âgés peut-être. On pourrait aussi parler des commerces, on va y venir, des commerces de proximité, mais déjà sur tout l'aspect social, solidarité, comment la mairie s'organise, vos services s'organisent. Les services sont ouverts, à la grande différence du confinement précédent. Alors on avait mis un numéro où les Arcisiens pouvaient appeler et avoir leur réponse. Aujourd'hui, les services municipaux sont ouverts. Et évidemment, il y a énormément de personnes, et notamment des seniors qui sont isolés. Donc on est au contact des seniors. On les accompagne, on essaie de faire des petits événements pour les aider au quotidien. Donc on prend des nouvelles, on échange avec eux, on les fait participer à des événements. Alors en ligne c'est plus compliqué, mais on est vraiment à proximité des seniors. Mais même finalement les services font un travail incroyable. Ils font un travail incroyable quand on voit la rentrée scolaire et on voit comment ça s'est passé avec ce protocole qui est arrivé encore une fois. Après c'est très difficile, je le sais, mais au tout dernier moment, il faut adapter le nettoyage, la désinfection. Et donc moi, je les remercie pour tout le travail qui est fait parce que c'est un vrai gros travail qui permet de garder ce lien avec les Arcisiens, d'aider. On a mis à disposition des masques pour les plus jeunes, donc les élémentaires, qui n'avaient pas de masque jusqu'ici. La bonne nouvelle, c'est que finalement, quasiment tous les parents en avaient donné à leurs enfants. Mais il y avait ce qu'il fallait et on a essayé de répondre présent et on a répondu présent pour accompagner les Arcisiens et notamment les seniors qui sont souvent isolés et là encore plus isolés malheureusement. Donc on est au contact avec eux assez régulièrement. Ouais. Il y a des maires qui ont pris la parole, qui ont pris des arrêtés aussi pour aller à l'encontre en quelque sorte de ce qui avait été décidé par le gouvernement sur l'ouverture des petits commerces. Ça a été votre cas? Non, on n'a pas pris d'arrêté. On a soutenu la démarche de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, pour pousser pour une ouverture des commerces de proximité qui sont dits non essentiels, alors qu'en fait, pour eux, c'est essentiel d'ouvrir avec des protocoles sanitaires assez forts. Il n'y a pas de raison qu'un commerce de proximité dit non essentiel ne puisse pas ouvrir avec des limitations de personnes dans le magasin. On le voit, on le fait dans les boulangeries, dans les boucheries. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. On est à une période charnière pour ces personnes-là, pour ces commerçants-là. Il faut qu'on les aide. On les aide, nous. On fait la pub pour ceux qui sont ouverts en click and collect. On les met en relation aussi avec la région qui les accompagne pour essayer de passer au click and collect. Mais ce n'est pas suffisant. J'espère que l'État va leur laisser cette marge de manœuvre et rouvrir prochainement pour pouvoir passer ce mois de décembre qui est primordial pour les commerçants. Il y a déjà des commerçants, des responsables de petits commerces qui sont venus vous voir pour vous dire là je vais fermer, de toute façon pour l'instant c'est le confinement, moi j'ai fermé pour l'instant mais de toute façon je ne vais pas réouvrir? Non, heureusement on a quand même des commerçants qui tiennent bon, qui tiennent bien la barre. C'est très compliqué pour eux évidemment. On a des restaurateurs qui n'ont pas ouvert, qui n'ont même pas voulu faire de vente à emporter en disant pour moi je fais plus d'économies à fermer tout simplement. Plutôt que de gérer les stocks. Plutôt que de gérer les stocks et gérer quand même ces livraisons qui sont compliquées à gérer. Aujourd'hui on n'a pas eu d'alerte directe de commerçants qui vont fermer, mais on est vigilant, on est très vigilant parce qu'évidemment les semaines à venir vont être très compliquées et le début de l'année prochaine va être très compliqué. Je parlais de ces maires qui montent un petit peu au créneau. Il y en a 110 à travers la France qui ont signé un courrier le 14 novembre dernier. C'est l'appel du 14 novembre. Certains de ces maires sont des Yvelines, que ce soit Plaisir, Chanteloup, La Verrière, Saint-Cyr. Ils demandent qu'1 milliard d'euros sur les 110 du plan de relance soit consacrés aux territoires en décrochage, aux quartiers prioritaires, aux villes les plus en difficulté. Vous n'avez pas signé cet appel, forcément sollicité non plus, mais est-ce que vous l'approuvez cette démarche et est-ce que cet argent peut être aussi pour votre commune et certains quartiers, ce serait nécessaire? Alors, j'ai pas été sollicité parce que
pour le coup, Bois-d'Arcy, on a un peu de chance, et même beaucoup de chance, on n'est pas dans des quartiers prioritaires et des quartiers en difficulté. Je soutiens évidemment la démarche, il faut aider, on voit le désespoir qu'il peut y avoir dans certaines communes et dans certains quartiers. Il faut aider ces jeunes qui n'arrivent pas à avoir d'emploi en ce moment parce que c'est très compliqué, qui avaient des jobs étudiants et qui ne peuvent pas les maintenir et donc du coup sont en difficulté pour se loger. Il faut évidemment aider dans ce plan de relance pour que ces quartiers puissent avoir des solutions et puissent vivre. Une dernière question sur une note peut-être plus optimiste. La première réalisation de votre ville, ce sera quoi sous votre début de mandat? Première réalisation, premier projet qui va voir le jour? J'espère très bientôt, en tout début d'année prochaine, réussir à passer au zéro plastique et au circuit court dans la restauration scolaire. Et après, il y a plein d'autres projets qui vont arriver au cours de l'année 2021, et notamment les budgets participatifs. On a été une équipe depuis 2014 de proximité avec les Arcisiens. On va continuer avec toutes les réunions publiques, les Facebook Live, et cette continuité passe aussi par l'interaction continue avec les Arcisiens, et la mise en place des nouveaux conseils de quartier et des budgets participatifs vont dans ces démarches-là et pour mettre encore plus les Arcisiens au centre de l'action. En espérant que 2021 soit effectivement une année un petit peu plus calme. Espérons. Merci Jean-Philippe Luce d'être venu sur Merci ce à plateau. vous. Vous êtes le nouveau maire donc de Bois-d'Arcy. Merci. Nous poursuivons cette émission à présent avec un verdict attendu, celui du tribunal administratif de Versailles, saisi par Philippe Briot, le maire d'hiver droite, sortant du Chênaie au Cancourt depuis 1989. Il a été battu en mars dernier par le candidat MoDem Richard Delpierre. L'instance, donc le tribunal administratif, vient de se prononcer. L'élection municipale est annulée en raison de 2 irrégularités. Un recours devant le Conseil d'État est toujours possible. Explication-réaction avec Éléonore Sinoquet. Le couperet est tombé. Le tribunal administratif de Versailles a décidé d'annuler l'élection municipale du Chênaie-Rocancourt. Cela fait suite au recours déposé par l'ancien maire Philippe Briot contre l'actuel premier édile Richard Delpierre, élu dès le premier tour le 15 mars dernier avec seulement 76 voix d'avance. Pour le candidat déchu, justice a été rendue. Est-ce que les élections du mois de mars sont sincères? C'est la question que nous avons posée au tribunal. Et nous sommes satisfaits de sa réponse aujourd'hui. Le scrutin n'était pas sincère et donc annulation des élections. C'est ce que nous attendions. Du côté du nouveau maire, l'inquiétude ne se fait pas sentir. Il dit prendre acte du jugement du tribunal administratif. Je ne peux pas être satisfait ou insatisfait. À un moment, ça fait partie du droit électoral. Je n'ai pas pour habitude de commenter les décisions de justice, quelles qu'elles soient. Donc je resterai fidèle à mes habitudes et donc nous ne commenterons pas cette décision de justice. Dans son jugement, le tribunal a statué que des éléments ont pu troubler les électeurs. En cause, un sondage envoyé à des habitants, une campagne d'affichage sauvage ou encore une publication sur Facebook contre Philippe Briot. Les deux parties ont désormais 1 mois pour faire appel auprès du Conseil d'État. On va, avec mes colistiers, notre avocat, prendre le temps d'examiner le jugement et de voir la suite que nous souhaitons donner à cette décision de justice. Bien évidemment, on ne va pas faire appel sur une décision qui est plutôt en notre faveur. Si jamais un appel est fait, cela prolongera d'1 mois la procédure avant que le Conseil d'État ne confirme ou n'infirme la décision de justice. Quoi qu'il en soit, la bataille des municipales au Chênaie-Rocancourt n'est pas terminée. En cas de nouvelle élection, les 2 hommes l'ont déjà annoncé, ils seront tous 2 candidats. Et à noter que du côté de Chevreuse, ville où là aussi le scrutin municipal a été annulé, c'est à présent la décision donc du Conseil d'État qui se fait attendre. Anne-Héry Le Pallec reste donc maire pour le moment. Une voix seulement l'a séparé de son adversaire Stéphane Cataneo à l'origine du recours. Les déclarations des responsables politiques se sont multipliées ces dernières semaines à la faveur d'un report du scrutin régional et départemental. La date de juin 2021 devrait donc remplacer celle prévue de mars. Nicolas Dandry nous explique les raisons et les enjeux de ce report. Un report des élections départementales et régionales au mois de juin 2021 a été acté. C'est la conclusion du rapport rendu au Premier ministre par Jean-Louis Debré. L'ancien président du Conseil constitutionnel a auditionné des représentants politiques, scientifiques et administratifs. Une décision qui fait consensus dans la sphère politique. Écoutez l'un des principaux intéressés dans le département des Yvelines, interrogé par nos confrères de Radio Sensation. Depuis plusieurs semaines, je dis à mes collègues présidents de conseils départementaux que le pire serait de reproduire ce qui s'est passé en mars dernier pour les élections municipales. Car nous perdrions la confiance de nos concitoyens. Donc organisons ces élections en été, fin du printemps pour la campagne électorale, c'est-à-dire le mois de mai, élections au mois de juin. Posons-nous aussi la question de savoir s'il ne serait pas intelligent de séparer les élections départementales et régionales
Dans ce rapport, on retrouve plusieurs recommandations. D'abord, le gouvernement devra fixer et annoncer publiquement la nouvelle date du scrutin. Le Parlement devra donc discuter d'un projet de loi présenté par l'exécutif. Les parlementaires pourront débattre à la fois sur les conditions d'organisation du scrutin et de la campagne. Écoutez à ce propos la sénatrice des Yvelines, Martha de Cidrac. Il me semble que le point sur lequel il faut que nous soyons très attentifs, c'est les modalités de la campagne. Puisque une campagne en période de crise sanitaire, très clairement, ne se passera pas de la même manière qu'en temps normal. Et pour les candidats, il faut qu'ils se sentent tous dans la capacité de pouvoir la mener au mieux, avec des moyens, je dirais, les plus équivalents, les plus équitables possibles pour que chacun puisse se faire entendre. Enfin, un rapport du Conseil scientifique Covid-19 sur la situation sanitaire devra être remis à l'approche du scrutin. Et alors que la date donc des régionales, des départementales reste inconnue, certains se projettent encore plus loin. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui a d'ores et déjà annoncé sa candidature à la présidentielle de 2022. Sur le terrain, ses troupes s'organisent. Nous avons rencontré Thibaut Marchal, référent dans les Yvelines. Je la comprends, d'autant plus que le parti de gauche auquel j'appartiens a demandé lors de son dernier conseil national à Jean-Luc Mélenchon d'être le candidat de la France Insoumise pour 2022. Donc, par ailleurs, il avait consulté l'ensemble des Insoumis en nous envoyant un mail avec un formulaire de réponse. Et puis, donc, c'est quelque chose qu'on attendait. Il y a plusieurs raisons pour ces 18 mois de campagne. La première raison, c'est l'objectif de la France Insoumise, clairement, n'est pas simplement de rassembler la gauche. Voilà. Notre objectif, c'est d'aller convaincre les abstentionnistes. Convaincre les abstentionnistes, ça ne peut pas se faire sur une campagne de 6 mois. Ça prend un temps, même 18 mois, c'est même sans doute malheureusement trop court. La force de la France Insoumise, ça a été l'originalité de ces campagnes. Ça a été bien sûr les hologrammes en 2017, mais depuis, nous avons fait une caravane des droits sociaux qui s'est arrêtée dans les Yvelines. Ce genre de démarche d'éducation populaire également, d'aller aider les gens dans leur quartier à s'investir, eh bien, nous allons continuer à le faire. Propos recueillis par Mélanie Poquet. Pour refermer ce numéro du 7-8 politique, un mot du vote actuellement en cours pour désigner le nouveau président du MoDem dans les Yvelines. Les adhérents se prononcent donc en ce moment en ligne et ce jusqu'au 19 novembre. Ils doivent départager Tony Antonios, adhérent de Saint-Rémy-les-Chevreuses, de Jean-Baptiste Amonique, nouveau maire de Villepreux, déjà porte-parole du mouvement dans les Yvelines. Rappelons que dans le département, le MoDem compte 2 députés, dont son président sortant Bruno Millienne, qui ne se représente donc pas après 2 mandats. Le 7-8 politique revient bientôt sur TV 78. Replay des différentes éditions sur notre site internet et application mobile. D'ici là, l'actualité au quotidien est à suivre dans le journal du lundi au vendredi à 18h. Très belle soirée.